10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon début de semaine et trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Récap aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Le Paris Saint-Germain qui fait un immense pas vers le titre en l'emportant à Bollaert 2-0. Un week-end de folie en première ligue, illuminé, franchement illuminé par le retour magnifique de King Kevin De Bruyne. La seconde journée de Coupe d'Afrique des Nations qui a regorgé de surprises, c'était un peu dingue. Et un possible retour de Benzema en Europe. Bon, ça, on verra, mais on va en parler. On parle de tout ça et bien plus encore dans ce récap foot du lundi 15 janvier. Le premier point, King Kevin, oui, absolument, parce que mis sous pression par Liverpool, qui avait 5 points d'avance sur City au coup d'envoi, c'était une victoire obligatoire pour les Sky Blues à St. James Park, et ça a très mal commencé. Blessure d'Ederson au bout de 7 minutes, malgré ce but génial de Bernardo, sublime, incroyable, City se retrouve quand même vite mené 2-1. Isaac et Gordon, deux enroulés extraordinaires, mais, oui, De Bruyne rentre à une demi-heure, 20 minutes de la fin, et va d'abord sortir le putter pour égaliser 5 minutes plus tard. Les joueurs de classe comme ça, ils ont vraiment leur propre geste, ça je trouve c'est vraiment une frappe Kevin De Bruyne, et elle m'a filé un frisson, comme la réaction de Guardiola. Et puis dans le temps additionnel, magnifique passe, service sur un plateau, et il faut le noter aussi, extraordinaire enchaînement d'Oscar Bob, pour permettre à City d'arracher les 3 points, 3-2. Le roi Kevin De Bruyne frappe pour son retour en Première Ligue, on l'avait plus vu depuis début août, c'était le match d'ouverture de Première Ligue contre Burnley, 11 août, il avait tenu 23 minutes avant une grave blessure qu'il a tenu donc éloigné des terrains sur toute cette première partie de saison. Là il revient, 21 minutes dans le temps réglementaire, un but, une passe D, oui, he's back, et quel plaisir de revoir. Il n'y a pas beaucoup de plus beau duo que celui-ci. C'est important aussi pour City qui a peut-être perdu Ederson pendant un moment, on va voir, dur de se prononcer pour l'instant, mais ce qui est certain, c'est qu'Erling Haaland va voir son absence prolongée jusqu'au moins fin janvier, ça pourrait même déborder en février, donc voilà, City va avoir besoin de KDB, qui a donné en plus une interview très cool sur TNT Sports à la fin du match, beaucoup de lucidité, d'humilité, le plaisir de retrouver la compétition, mais aussi un gars très équilibré dans sa vie perso, heureux même sur cette longue période d'absence, on sent la maturité et l'expérience. Je commence par un énorme bonheur de le retrouver sur les terrains et on espère que ça va durer longtemps. Mon deuxième enseignement du week-end, on est sur un top 10, donc il y a 10 points, deuxième sur 10, Tottenham s'accroche. Ouais, les Spurs sont allés faire le match nul de partout à Old Trafford. Højlund pourtant avait ouvert le score en sortant un canon à la place du pied gauche au bout de 3 minutes, boum, mais Richarlison égalise sur corner, Rashford permet à United de reprendre l'avantage après un bon échange avec Højlund, donc qui est aussi passeur décisif. Bentancur marque le 4e et dernier but du match au retour des vestiaires, ça fait 2 partout. J'ai envie de parler d'abord de Richarlison, qui mine de rien à mi-saison, en ayant démarré à peu près 6 matchs sur 10, 18 apparitions, joué que la moitié des minutes possibles sur cette première partie de saison de PL, et quand même à 7 buts et 3 passes D, surtout 6 buts sur les 6 dernières journées. Un doublé contre Newcastle, Forest, Everton, Bournemouth, et donc là, hier, à Old Trafford. Pas mal pour un gars qui a été vachement décrié, qui a eu une période d'adaptation extrêmement compliquée en PL. Bon, pour l'instant, c'est juste une bonne passe, on verra. Mais les Spurs en auront besoin, parce que le secteur offensif est un petit peu dépeuplé. Heureusement aussi, Timo Werner, qui faisait partie de nos joueurs à suivre là dans une vidéo il n'y a pas longtemps, parce qu'il est arrivé au mercato hivernal en prêt depuis Leipzig, c'est son retour en Première Ligue, est-ce que ça va mieux se passer qu'à Chelsea? Bon, franchement, sur ce match-là contre United, il y a eu beaucoup de volume, il y a eu pas mal d'activités, il y a eu une passe décisive aussi pour Bentancur sur le second but, du raté, du gâchis à la finition, un peu le classique Timo Werner, mais sinon je pense que je suis pour l'instant raisonnablement confiant sur sa productivité et sur ce qu'il peut amener à cette équipe. On verra, mais c'est un petit point à noter. Comme le retour de Mickey Van de Ven aussi, qui lui fait tellement de bien, il avait raté beaucoup de temps, la blessure de Maddison et la sienne, ça avait été le tournant de la première partie de saison de Tottenham. Son retour, excellent, il a joué 87-88 minutes, et lui à côté de Romero, ça change beaucoup de choses pour Tottenham. La ligne d'attaque donc c'était Werner, Richarlison, Brennan Johnson, qui était un peu en dessous, et au milieu de terrain, Højbjerg, Skip, qui était pas mal, Bentancur, on voit qu'il manque du monde. Pourquoi? Parce que Cannes plus Coupe d'Asie, ça veut dire Son avec la Corée du Sud, mais aussi Pape Matar Sarr avec le Sénégal, qui joue d'ailleurs aujourd'hui à 15h, et Bissouma avec le Mali. 3 titulaires en vrai, peut-être 2,5, parce que ça dépend, parfois il y a de la rotation au milieu de terrain. Ça fait beaucoup de monde qui manque, donc heureusement que les gars commencent à revenir, heureusement que Richarlison, Werner peut-être, peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Surtout que ça fait 5 ans que Tottenham n'a pas remporté un match de Première Ligue sans Kane et Son. C'était contre Fulham, ouais, il y a 5 ans, on voit, je crois que c'est Harry Winks
cela. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce match nul de partout, ils enchaînent un 33e match consécutif avec un but, ce qui est le record de leur histoire. Le style de jeu particulièrement offensif, entreprenant prôné par Postecoglou paye. On va voir ce que ça veut dire au classement dans quelques minutes. Mais avant ça, le troisième point, Chelsea enchaîne. Oui, parce que pas la performance la plus dominatrice, mais grâce à un penalty de Cole Palmer 1-0, Chelsea enchaîne une troisième victoire d'affilée en Première Ligue. Ça faisait, je crois, 1 an et demi que ça n'avait pas été le cas. Contre Crystal Palace, donc Luton, Fulham, 3 équipes que Chelsea doit battre. On verra ce que ça donne contre les leaders Liverpool. C'était un super match, match d'ouverture de PL, le premier match, première journée en août. Je crois que ça avait fini 1 partout ou 2-2, on en avait parlé un petit peu. Mais c'était sympa, donc peut-être qu'on va avoir quelque chose d'assez animé aussi. Je crois que par contre c'est dans un moment, 31 janvier, un mercredi si je me trompe pas. Il va falloir attendre un peu, les gars en PL peuvent se reposer un petit peu quelques semaines. Si je dois pronostiquer un truc, c'est que dans ce match, Cole Palmer va marquer sur un nouveau penalty provoqué par Raheem Sterling, qui face à Liverpool voudra faire payer son ancien club, Raheem Sterling, qui est toujours, encore aujourd'hui, le joueur à avoir provoqué le plus de penalty en Première Ligue. Bon, à City, il y avait beaucoup de ballons joués à l'intérieur de la surface. Je pense que son nombre de ballons touchés à l'intérieur de la surface de réparation, ce qui est, je pense, la variable qui corrèle le plus avec le nombre de penalty obtenus. Du côté de City, ça a pas mal fait grimper ce total, mais aussi parce qu'il sait ce qu'il cherche quand il rentre dans la surface, et il est assez malin. Là, ça lui a permis d'obtenir le penalty donc de la victoire pour Chelsea, et ça permet donc aux Blues de regrimper un petit peu au classement. 31 points, c'est 2 de plus que Newcastle qui s'est incliné contre City, qui est 10e, et ils sont à 9 longueurs de Tottenham avec égalité de match. La 5e place pourrait qualifier pour la Ligue des Champions, donc je pense que ça doit être l'objectif de ces Blues. Ma seconde place pronostiquée de manière un peu provocatrice en début de saison va être compliquée à aller chercher. Ils sont sinon à 12 longueurs d'Aston Villa qui est 3e. Il reste encore quasiment la moitié de la saison. Ça, cette zone-là, ça doit être l'objectif de Chelsea. Un objectif totalement différent par contre pour le Bayer Leverkusen qui l'a encore emporté. Une domination écrasante face à Augsbourg ce week-end, 24 tirs à 4, 2 poteaux. Mais il a fallu attendre la 94e minute pour qu'Ezequiel Palacios marque le seul but du match. Est-ce une victoire de champion au classement? Oui, c'est ce à quoi ça ressemble. Après 17 journées, il y en a 34 en Bundesliga, on est pile à la moitié. Après 17 journées, le Bayer Leverkusen, meilleure défense avec 12 buts, seconde meilleure attaque avec 47 et à 45 points, c'est 4 de plus que le Bayern. Mais le Bayern qui a un match en retard contre l'Union Berlin qui avait été repoussé à cause de la neige à l'époque à Munich. Même en faisant ce début de saison extraordinaire, 14 matchs gagnés, 3 matchs nuls, 0 perdu et aussi invaincu en Europe, aussi invaincu en coupe. Leverkusen est la seule équipe en Europe encore invaincue dans toutes les compétitions. Même en faisant ce début de saison juste stellaire, ils ont potentiellement qu'un seul point d'avance sur le Bayern qui a été très très fort contre Hoffenheim vendredi soir. Doublé de Musiala, un but de Kane. Ouais, bon, ce Bayern-là est costaud aussi. Mais ça nous donne un beau mano à mano en Allemagne. Et c'est ça qu'on va retenir, Leverkusen insubmersible. 5e point et le 5e, 6e et 7e point, c'est de la CAN, c'est de la Coupe d'Afrique parce que ce week-end, c'était Cannes. On a parlé de la Côte d'Ivoire en ouverture. Il y a eu 3 matchs dimanche. Le Nigeria d'abord qui a trébuché. C'était une journée un peu faux-folle. C'était le match de 15h et déjà une surprise. Salvador pour la Guinée équatoriale ouvre le score 1-0. Le Nigeria égalise tout de suite derrière via Victor Osimhen et a eu un énorme volume d'occasions, mais n'a pas su convertir. Démarre donc sa campagne de Coupe d'Afrique par une contre-performance. Attention, attention pour le Nigeria. Le prochain match, en n'ayant pris qu'un seul point donc contre la Guinée équatoriale, le prochain match, c'est contre les autres, c'est contre la Côte d'Ivoire, c'est contre un des favoris de ce tournoi. C'est jeudi à 18h, ça va être un sacré match. Le deuxième, l'Égypte, surprise. Surprise participe passée. L'Égypte a été surprise parce que l'entrée en liste des pharaons s'est pas passée comme prévu. Ok, départ tonitruant, Mostafa Mohamed ouvre le score au bout de 2 minutes. Bon, la suite logique, face à un des pays les plus faibles du foot africain, qui a jamais gagné de match de CAN de son histoire, ce Mozambique-là, ça aurait dû être une démonstration de force. Mais avec ses 2 seuls tirs cadrés de la partie en 3 minutes, le Mozambique prend l'avantage. Totalement dingue. C'est le David contre Goliath, version africaine, et ça dure, et ça tient. Au bout du bout, après 7 minutes de temps additionnel, un penalty provoqué par Mostafa Mohamed et transformé par Mo Salah permet à l'Égypte d'arracher nul. Mais qu'on ne se trompe pas, c'est une vraie entame ratée pour l'Égypte, qui désormais va devoir affronter le Ghana, malheureux vaincu dans ce match-là, et le Cap-Vert, qui a été la surprise du week-end. Splendide Cap-Vert, les requins bleus ont fait chuter le Ghana. Ouverture du score des Cap-Verdiens via Jamiro Montero, Djikou égalise pour le Ghana, mais un déluge d'occasions pour le Cap-Vert a suivi, et dans le temps additionnel, c'est assez logiquement finalement que Gary Rodriguez donne les 3 points au Cap-Vert. Excellent révélateur de la partie, Djikou
défenseur central du Ghana, a été élu homme du match malgré la défaite de son équipe. C'est assez rare qu'on voit ça. En plus, franchement, sa déviation de la tête le rend directement fautif sur le but du 2-1 du Cap-Vert. C'est vrai qu'il a égalisé, mais surtout, il a sorti d'énormes tacles. Juste avant la mi-temps, là, pour empêcher un 1 contre 1. Là, encore une fois, autour de l'heure de jeu, pareil. Et là, un dégagement sur la ligne pour contrer la frappe du numéro 21 capverdien. Voilà, ce Ghana était nettement dominé face à un Cap-Vert qui n'est pas finalement une si grande surprise que ça. Moi, je me souviens, à la dernière CAN, en plus j'en parlais un petit peu dans mon débrief de la Côte d'Ivoire, je disais attention à ce Cap-Vert parce qu'à la dernière CAN en 2021, ils avaient montré des choses intéressantes. Ils avaient battu l'Éthiopie sur leur premier match. Surtout, ils avaient tenu tête aux hôtes, le Cameroun, pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et en huitième, contre le Sénégal, futur vainqueur, ils s'inclinent 2-0, mais seulement après être passés à 9 contre 11. Ils avaient été très intéressants à 11 contre 11, très dur à battre. Donc attention à ce Cap-Vert qui peut être, comme la dernière fois, un des petits poils à gratter et une des surprises de cette compétition. Le Ghana de l'autre côté par contre, c'est très inquiétant, ils n'ont pas remporté de match de poule en CAN depuis 2019. Il n'y avait eu aucune victoire en 2021 et là donc ils démarrent à nouveau avec une contre-performance comme on l'a dit. Ils vont jouer l'Égypte en J2, ça va être costaud. Et donc voilà pour ces 3 matchs de CAN, l'analyse de Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau qui est sortie donc samedi soir et en ligne si ça vous intéresse. Tout à l'heure il y a quelques matchs sympas aussi, on en parle dans quelques minutes. Mais avant ça, je sais pas si c'est nécessaire, on va le faire assez vite. Lyon rechute, mon Olympique Lyonnais malheureusement, a été battu par le Havre, 3-1. Double exclusion en plus de Jack O'Brien, de Tchaïta Sarr, ce qui fait que la charnière centrale risque d'être un petit peu difficile à composer sur les prochains matchs. Mais voilà, une défaite 3-1, Anthony Lopez dans les buts pas top, l'arbitrage pas excellent, il faut le dire aussi. C'est assez problématique parce que l'OL donc retombe à la 16e place, barragiste, après 3 victoires d'affilée. Il y avait de quoi entretenir un petit peu d'espoir, c'est toujours le cas. Ils ne sont pas décrochés par rapport même à Montpellier qui est 12e, seulement 2 petits points de retard, mais aussi 2 sur Clermont, 4 seulement sur Lorient qui est lanterne rouge, alors que le Havre du coup a pris de l'air, ils sont 11e avec 22 points, c'est 6 de plus que l'Olympique Lyonnais. Ça va se jouer vraisemblablement entre ces 6-7 formations je pense, pour le maintien, et l'OL a un calendrier qui n'est pas évident. Rennes, Marseille, Montpellier qui est un adversaire direct, à la rigueur ok, mais déplacement à la Mosson c'est jamais facile. Et Nice donc le 18 février, heureusement il y en a 3 à la maison, c'est des rencontres dont il faut se méfier. Et enfin donc notre avant-dernier point, oui, Paris fait le break, le Paris Saint-Germain se détache en tête de la Ligue 1, il profite de la défaite de Nice et de Monaco un peu plus tôt pour faire une énorme opération à Bollaert face aux Dauphins de la saison passée. Une victoire 2-0 dans l'antre des Lensois, où depuis 1 an et demi ils sont une des meilleures équipes d'Europe, 22 victoires depuis 1 an et demi à la maison, je crois qu'il n'y a que City et le Barça qui font plus avec 23. Bon, Donnarumma est bien resté au milieu sur ce penalty de Frankowski qui les tire souvent au milieu, donc c'était bien senti. L'enseignement majeur sans doute c'est que la triplette Dembélé-Barcola-Mbappé a super bien fonctionné. Dembélé à la passe là ici magnifique, Mbappé passeur décisif sur le but de l'ouverture du score de Barcola qui a réussi un excellent contrôleur à pied gauche pour se l'amener et finir pied droit. Barcola a fait expulser Gradit au bout d'une série de dribbles et il a été vraiment excellent à la percussion. Quand on regarde son bilan statistique, Barcola c'est 7 dribbles réussis, 12 tentés, un volume énorme pour Bradley, qui s'est distingué comme Dembélé passeur décisif sur le but de Mbappé, le 2-0 en fin de match. Le Paris Saint-Germain, donc, grâce à cette victoire, prend 8 longueurs d'avance sur Nice, avec un goal average, ils sont en plus 30, Nice est à plus 8, ça fait 8 points et demi d'écart, on va dire. Je vous ai préparé une analyse extrêmement détaillée de la Real Sociedad qui arrive dans quelques jours, je vais faire, je pense, 20-25 minutes, de comment joue cette équipe, comment la battre, vraiment le rapport de scouting complet. Mais en vue de ce match, un premier truc que je me dis avec ce qu'on a vu contre Lens, ce match de Barcola contre Lens, je serais pas du tout surpris qu'on le retrouve titulaire dès le match aller de ces huitièmes de finale contre la Real Sociedad. Est-ce que ce serait comme on a vu exactement Dembélé, Mbappé, Barcola dans les mêmes positions à voir, mais vu les caractéristiques similaires qu'ont Lens et la Real Sociedad sur la pression, sur la sortie de balle, quand on a un profil comme Barcola sur la pression adverse qui peut être une menace dans le dos et faire reculer un peu le bloc, ou simplement être intéressant pour partir à la médiane, ou alors même pour gêner les sorties de balle de la Real Sociedad parce qu'il est un des attaquants, je trouve, les plus défensifs, qui fournit le plus d'efforts sur le volet défensif pour le Paris Saint-Germain. Ouais, je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses dans cet affrontement, et il y a des chances, oui, qu'on le voit titulaire. Donc ça, c'est ce que je dirais, des enseignements en Ligue 1, mais aussi en vue de ce qui compte vraiment, ce choc de huitième de finale de Champions. Enfin, on termine avec la rumeur Karim Benzema peut-être de retour en Europe. Après avoir séché la reprise de l'entraînement avec Al Ittihad, Karim Benzema a été exclu de la pré-saison par son entraîneur Marcelo Gallardo. Le joueur ne fera pas le voyage jusqu'à Dubaï avec ses coéquipiers. Son entourage le dit bloqué dans l'océan Indien à cause du cyclone sur l'île Maurice, là où il passe ses vacances. Bon, parfois peut-être il faut se méfier avec tout ça, je suis pas le plus grand fan du championnat saoudien, de l'exode saoudien qu'on a constaté mercato estival dernier, mais je crois aussi qu'il y a pas mal de gens qui seraient très contents que ça échoue
vite. On peut sentir qu'il y a certaines informations qui sont influencées, je crois, par cette volonté. Donc on verra. J'avoue, perso, j'ai beaucoup de mal à croire à un retour de Benzema en Europe aussi vite, simplement parce que ce serait assez humiliant pour l'Arabie Saoudite. Je pense qu'ils sont même capables de le garder sans le faire jouer, juste pour pas le vendre, et pas perdre la face. Un petit peu comme j'ai l'impression ce qui est en train de se passer avec Jordan Henderson, qui avait des touches avec l'Ajax, avec la Juve, mais Al Ettifaq veut absolument le garder. Bon, il y a eu beaucoup d'histoires autour de la venue d'Henderson en Arabie Saoudite, justement, donc il est un petit peu symbolique, et je pense qu'il n'y a pas de plus gros symbole par rapport à tout ça que Karim Benzema, qui était une des grosses prises du mercato estival dernier. C'est pour ça que je pense pas que ça va se faire. Et je crois que ça conclut grosso modo ce récap du week-end. On a déjà parlé de la Super Coupe d'Espagne, du net succès du Real Madrid contre le Barça. L'analyse est en ligne sur la chaîne depuis hier soir. J'espère donc que ce récap-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire, mettre un petit pouce bleu. Et aujourd'hui, on a donc Sénégal-Gambie, Cameroun-Guinée et Algérie-Angola. L'entrée en lice de 3 cadors, 3 équipes qui postulent vraisemblablement, mais attention à la Gambie, qui avait été aussi intéressante à la dernière CAN, attention à la Guinée, c'est un peu le groupe de la mort. On verra ce que l'Algérie fait contre l'Angola, par contre, qui est censé être un petit peu en dessous, mais honnêtement, je connais pas bien du tout. On verra ça, et on en parlera demain dans un autre petit récap. D'ici là, prenez soin de vous, et passez une excellente journée, excellente semaine, on se dit à bientôt, bisous.